Bonjour, des lignes ferroviaires coupées, des gares inondées et des pompiers débordés. La Suisse compte les dégâts après les nouveaux orages d'hier soir. Le point dans ce journal. Puis nous reviendrons sur les intempéries de Cressier où les dégâts vont atteindre des millions de francs. Les discothèques peuvent rouvrir dès samedi, mais vont-elles le faire alors que les 18-25 ans sont loin d'être tous vaccinés? Un patron lausannois sera en direct avec nous. C'est arrivé il y a tout juste 5 heures à Miami. Un immeuble de 12 étages s'est écroulé en pleine nuit. Les autorités redoutent de nombreuses victimes. Suisse-France, c'est l'affiche des 8e de finale de l'Euro ce lundi. Mais qu'en pensent nos joueurs? Redoutent-ils d'affronter les champions du monde? Bernardin Alemann les a rencontrés ce matin. Ils s'immiscent dans toutes nos relations, au restaurant, dans la chambre à coucher, au travail ou encore dans le métro. Le téléphone portable est partout. Aujourd'hui, une pièce de théâtre s'amuse de cette tendance. Ces comédiens sont nos invités. Un temps mitigé nous attend cet après-midi, mais le risque d'orage diminue jusqu'à 22 degrés. La série noire des intempéries se poursuit. De violents orages se sont à nouveau abattus sur la Suisse hier soir. Bâtiments inondés, routes et rails submergés. Sandrine Rostrasser, les forces de l'ordre ont été sollicitées dans plusieurs cantons, mais ce sont Berne et Bâle-Campagne qui ont été les plus touchés. Oui, 1 millier d'appels d'urgence à Bâle, 750 dans le canton de Berne. Un jour après Cressier, à Neuchâtel, ce sont surtout des localités du Jura bernois qui ont été balayées hier soir par la tempête. La grêle, très impressionnante, et les pluies diluviennes. Les habitants ont vu les eaux envahir les rues et se déverser dans leurs immeubles. La circulation routière, mais aussi les trains, ont été fortement perturbés. Jean-Philippe Schmitt, porte-parole des CFF. On a 2 endroits, 2 lignes principalement. L'une, c'est Sensbeau-Moutier, où là, vers Cours à peu près, on a eu 2 affaissements de terrain différents et la ligne est interrompue depuis hier soir. On a un service de bus. Et puis l'autre ligne où on a eu beaucoup de soucis, c'est entre Courtelary et Reuschnet. On a d'abord eu des amas de glace qui se sont vraiment amassés à certains endroits suite à la forte grêle. Puis on a aussi les installations de sécurité de la gare de Sensbeau qui ont été inondées. On a beaucoup de moteurs d'aiguilles à changer, etc. Donc c'est vrai que c'est des travaux importants et la ligne est aussi interrompue là. Puis la gare de l'aéroport de Zurich a aussi été inondée cette nuit. Sandrine, des orages, il y en a chaque année, mais rappelez-nous ce qu'ils ont de si particulier cette fois-ci. Mais c'est leur fréquence, selon Météo Suisse. Le fait que ces orages violents se produisent quasiment tous les jours depuis dimanche. Puis les quantités d'eau tombée sont particulièrement élevées. Michael Schwander, météorologue chez Météo Suisse. Il y a presque 30 mm qui sont tombés en 10 minutes hier à Villeray. Et ça, c'est vraiment une valeur assez exceptionnelle. Le record en Suisse, en 10 minutes, c'est 41 mm mesurés à Lausanne. Et c'était en 2018. Et maintenant, Sandrine, on est jeudi. Est-ce qu'on est enfin sorti d'affaires? Eh bien non, Michael Schwander. Alors la semaine prochaine, il y a une situation assez similaire qui semble se profiler avec à nouveau une dépression qui viendrait se positionner entre le proche Atlantique et la France, qui nous enverrait de nouveau de l'air humide dans un courant de sud-ouest. Donc une situation assez similaire à celle de cette semaine. Mais bien sûr, il reste encore beaucoup d'incertitudes. Sandrine, merci. Et dans le canton de Neuchâtel, le village de Cressier qui a subi un violent déluge d'eau mardi soir a heureusement été épargné hier. Le village tente à présent d'évaluer les dégâts et de se reconstruire. On reçoit Jean-Michel Brunner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'établissement cantonal d'assurance et de prévention, l'ECAP. Vos experts se sont rapidement rendus à Cressier. Est-ce qu'ils ont déjà pu procéder à une évaluation du nombre de sinistres et du montant des dommages? Oui, alors nous avons procédé dès hier à une vision locale qui était un petit peu perturbée en raison de la difficulté d'atteindre tous les sites. Mais dans le village de Cressier et dans les villages alentours, parce que si l'épicentre est vraiment sur le village de Cressier, les localités alentours ont également été touchées. On arrive à environ 400 cas prévisibles pour des dommages qui pourraient avoisiner les 15 millions. 15 millions, ça représente quoi exactement, juste pour qu'on comprenne bien? C'est énorme pour un petit village comme ça et les villages alentours, ou c'est une somme habituelle, disons, pour des dégâts naturels? Alors, en ce qui concerne le cap sur le canton de Neuchâtel, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, même si les dommages de Val-de-Rue, il y a pile 2 ans, représentaient une somme d'environ 14 millions aussi. Mais de l'histoire de l'ECAP, c'est vraiment des cas exceptionnels. À Cressier, quelles sont vos craintes en l'état actuel? Est-ce qu'il y a des zones à risque auxquelles il faut être particulièrement attentif?
Alors, le haut du village est particulièrement touché. Nos experts se sont déployés maintenant pour prendre contact avec les habitants ce matin, donc ils prendront toutes les précautions nécessaires. Ce que nous devons établir, c'est s'il y a des atteintes à la statique des bâtiments. Et ça devra se faire dans les jours à venir. Apparemment, d'après les indications que nous avons par la commune, certains ingénieurs ont pu nous dire qu'il n'y avait apparemment pas d'atteinte très grave qui mettrait en péril les habitants. Mais nous allons faire notre propre tour sur site pour effectivement évaluer ces dommages-là, qui donneraient, eux, lieu à des frais de reconstruction très importants. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à vous solliciter? J'imagine que vous avez beaucoup d'appels. Alors oui, on a eu entre mardi et mercredi 800 appels, 400 par jour, mis en comparaison des 30 qu'on a habituellement. C'est énorme. Il faut aussi savoir qu'on répond en même temps aux appels liés à la grêle de lundi dans la région des montagnes châteloises. Effectivement, les orages se poursuivent ces derniers jours. Et puis, on l'a entendu à l'instant, ça risque de recommencer la semaine prochaine. Quelles recommandations vous donneriez maintenant aux personnes qui ont subi des dégâts? Alors, surtout, ne pas prendre de risques. Je crois que c'est ça qui est important. Il y a des situations où, effectivement, certains éléments de construction sont instables ou autres. Il faut faire appel à des professionnels et ne pas prendre de risques personnels dans ce cadre-là. D'ici quelques jours, j'espère, fin de la semaine, tout début de semaine prochaine, tout le monde aura été contacté, en tout cas sur la zone de Cressier, et connaîtra son répondant sinistre auprès de l'ECAP. Donc, en cas de doute, tout de suite téléphoner, nous sommes à disposition. Jean-Michel Brunner, merci beaucoup d'être intervenu en direct dans ce journal. Bonne journée. De même, merci, au revoir. Et ce chiffre dévoilé ce matin, 343 000, c'est le nombre de frontaliers qui travaillent en Suisse actuellement, selon l'Office fédéral de la statistique. Ils étaient encore 140 000 au début des années 90. Marielle Savoie, leur nombre a donc plus que doublé en 25 ans. Est-ce qu'on sait pourquoi? Eh bien, il y a deux facteurs principaux, selon l'Office fédéral de la statistique. La croissance économique, mais surtout l'introduction de la libre circulation des personnes avec l'Union européenne. Depuis qu'elle est entrée en vigueur en 2004, la croissance du nombre de frontaliers s'est accélérée. Résultat, aujourd'hui, ces travailleurs représentent près de 7% de la population active. Et qui sont-ils? Plus de la moitié d'entre eux habitent en France, un quart en Italie et près d'un cinquième en Allemagne. Et certains ne vivent pas dans des pays voisins, mais ils sont plus rares et viennent principalement de Pologne, de Slovaquie et de Hongrie. C'est le canton de Genève qui accueille le plus grand nombre de frontaliers, 90 000. Mais le Tessin, lui, détient un autre record. Dans ce canton, près d'un emploi sur 3 est occupé par quelqu'un qui ne vit pas en Suisse. On peut signaler encore que les frontaliers sont principalement actifs dans le domaine de l'industrie dans ce secteur et ils représentent d'ailleurs une part de main-d'œuvre plus importante que les travailleurs indigènes. Vos précisions, Marielle Savoie et Thierry Wegmuller nous rejoignent dans ce journal. Bonjour. Bonjour. On va pas parler des frontaliers avec vous, mais des discothèques qui peuvent rouvrir ce samedi après des mois de fermeture. Le Conseil fédéral l'a annoncé hier. Vous, Thierry Wegmuller, vous êtes le propriétaire du D-Club à Lausanne et vous présidez l'association La Belle Nuit. C'est la fêtière du monde de la nuit. Bon, les boîtes de nuit peuvent renaître, les clients peuvent revenir, à condition d'avoir un passeport Covid. Mais est-ce qu'elles vont vraiment toutes rouvrir, ces boîtes de nuit, sachant que les 18-25 ans, par exemple, sont loin d'être tous vaccinés? Alors bien sûr, c'est une bonne nouvelle pour nous parce qu'on savait qu'on était les derniers à réouvrir sur la longue liste. Et puis c'est un signal positif, que ça soit pour notre clientèle, pour nos artistes, pour nos équipes de pouvoir travailler. C'est aussi un signal positif à la société de dire qu'on arrive effectivement un petit peu à revoir un peu de lumière au fond de tout ça. Tous ne le feront pas. Il est vrai qu'on est en train de discuter à l'heure actuelle avec les autorités. On doit dire qu'on a une très très bonne collaboration sur cette réouverture parce qu'effectivement se pose la question des tests antigéniques qui en principe devraient être sur une base de QR code et qui ne pourront pas avant début juillet être opérationnels. Donc il y a toute une discussion qui est en cours pour savoir si effectivement un test en pharmacie sans QR code peut permettre l'admission au club. Et effectivement, vous avez raison, la plupart des jeunes n'ont pas nécessairement eu leur deux vaccinations. Donc voilà, ça sera une réouverture en 2 étapes. À l'heure actuelle, qu'on soit bien clair, on est jeudi midi, ça rouvre samedi. Vous pouvez pas encore dire aux personnes qui ne seraient pas vaccinées, qui n'auraient pas leur fameux QR code, le passeport Covid, qu'elles peuvent venir devant la boîte avec un test antigénique. On ne sait pas pour l'instant. Alors on le saura cet après-midi, on va ouvrir exactement parce que la soirée commence en fait carrément la nuit du vendredi à samedi à minuit 1, donc plusieurs clubs ouvriront en fait un jour plus tôt qu'on peut l'imaginer. Tout le monde est prêt à repartir et cette décision sera prise
cet après-midi, on enfermera bien sûr toute notre clientèle ainsi que la presse pour savoir quelles sont les conditions finales de réouverture. Et vous pensez que ça sera rentable pour vous? Alors je sais que vous espérez depuis longtemps pouvoir rouvrir. Il y aura du monde selon vous? Alors c'est la grande inconnue. Encore une fois, on a le sentiment que ce sera en 2 vitesses. Il y a aussi la possibilité que des clubs réouvrent avec les conditions qui sont celles de rentrer masqué, d'avoir une limitation de la capacité de pas pouvoir danser et avoir un service à table. Ça c'est aussi une des possibilités. On sait que certains collègues ne réouvriront pas afin justement d'avoir de meilleures conditions. Nous, on est persuadés qu'on fait partie d'une expérience sanitaire, qu'on a contribué à faire partie de cette expérience, et puis on tient à le faire. Et je pense que c'est en travaillant tous ensemble qu'on y arrivera. Tout à fait. Concrètement, ça se passera comment? Samedi soir ou dans la nuit de vendredi à samedi à minuit 1, devant l'entrée de votre boîte, par exemple, du D-Club. Vous êtes déjà équipé, vous, de scanner code? Est-ce que le personnel est formé à lire des certificats Covid? Alors écoutez, c'est tout simple. Le QR code, enfin le scan, est ce qu'on a déjà fait quand on faisait l'utilisation du social scan qu'on devait de toute façon faire l'année dernière. Donc ça pose pas de problème. On doit simplement contrôler que effectivement, si une pièce n'a pas de QR code, que le nom corresponde effectivement à la carte d'identité. C'est des choses qu'on fait de toute manière, donc ça ne change pas radicalement. Après, la question, c'est de savoir comment les gens vont réagir à l'entrée des clubs. Puis surtout, la question de fond, c'est de savoir s'ils vont revenir, s'ils auront envie de venir aussi rapidement. Tout ça, c'est des questions qu'on saura. Et c'est pour ça que c'est important qu'on participe à ça, et je pense qu'on donne aussi un signal fort à un retour à la normale. Un dernier mot quand même, je vous pose la question, est-ce que vous craignez certaines tensions ce week-end avec des jeunes qui pensent qu'ils peuvent revenir mais qui n'ont pas forcément le bon document, qui n'ont pas forcément le QR code? Ça peut arriver, ça, les files d'attente aussi? Ça peut arriver, mais encore une fois, je crois que c'est un travail qu'on fait depuis de nombreuses années, et puis on le réglera comme on a réglé d'autres problèmes par le passé. Donc c'est à nous de faire notre travail, et puis je pense qu'on a une très bonne collaboration, et puis on a aussi cette capacité de s'adapter rapidement pour effectivement faire en sorte qu'encore une fois, on arrive rapidement à un retour à la normale. En tout cas, vous avez le sourire ce midi. Merci beaucoup Thierry Weckmuller d'être venu en direct dans 12h30. Bonne journée. Merci. Tout autre chose maintenant, c'est arrivé il y a moins de 5 heures dans la région de Miami, aux États-Unis. Un immeuble de 12 étages s'est subitement effondré dans la ville de Surfside. Des centaines de pompiers et sauveteurs sont sur le pont pour tenter d'extraire les survivants et d'évaluer l'ampleur des dégâts. Cédric Guigon, pour l'instant, on ignore encore le nombre de victimes. Oui, en effet, difficile de savoir combien de personnes se trouvaient dans l'immeuble. Les autorités n'ont pas encore communiqué de bilan officiel, mais d'après les différents médias locaux, un garçon a été extrait des décombres sains et saufs. 8 personnes auraient été hospitalisés et il y aurait au moins un mort. Les pompiers sur place évoquent un nombre important de victimes potentielles. Les Tours Champlain, complexe construit en 1981, faisait face à l'océan. En réalité, plusieurs tours de 12 étages, vous l'avez dit, et qui comptent près de 100 logements. Les secouristes sont à la recherche des survivants, mais ils sont aussi en train d'évacuer l'autre moitié du complexe, resté debout, avec des résidents inquiets et sous le choc. La zone a été totalement bouclée par les autorités. À ce stade, aucune indication donc sur le bilan, mais aucune indication non plus sur les causes de l'effondrement de cet immeuble. Vos précisions, Cédric Guigon. Le menu sera copieux tout à l'heure lors du sommet européen. La pandémie, les relations avec la Russie et la Turquie et même un sujet surprise. Il s'agit de la loi que le gouvernement Orban vient de faire passer en Hongrie, une loi jugée homophobe. Alain Franco, vous êtes en direct de Bruxelles. Cette loi fait fortement réagir de nombreux dirigeants européens. Oui, 17 chefs d'État et de gouvernement du nord au sud en passant par l'ouest de l'Europe ont co-signé une lettre pour proclamer le respect et la tolérance sont au cœur du projet européen. C'est une démarche hautement inhabituelle. Nous continuerons à nous battre contre la discrimination à l'égard de la communauté LGBT, ajoutent ces dirigeants, choqués par cette loi qui stipule que les contenus qui promeuvent l'homosexualité et le changement de sexe ne doivent pas être accessibles aux moins de 18 ans. Une loi censée protéger les jeunes contre la pédophilie, mais qui fait un amalgame avec l'homosexualité. Inadmissible, résume Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. La loi hongroise est une honte. Elle discrimine les gens sur la base de leur orientation sexuelle, ce qui est contraire aux valeurs fondamentales de l'Union européenne. Voilà pourquoi nous ne ferons aucun compromis. Alain, les 27 se retrouvent cet après-midi. Vont-ils interpeller Viktor Orban à ce sujet ?
Oui, c'est fort probable, entend-on ici. Plusieurs dirigeants vont lui demander de retirer sa loi. La pression sera forte, mais Viktor Orban a l'habitude de détonner dans cette assemblée de dirigeants. Et puis, il pourra aussi compter sans doute sur le soutien de son homologue polonais. La Pologne est déjà dans le collimateur pour avoir instauré des zones interdites aux LGBT. Ce qui est clair, c'est que la question des valeurs européennes s'impose de plus en plus dans le débat général. Ces valeurs de tolérance et de non-discrimination sont inscrites dans divers traités européens, mais bafouées par plusieurs pays. Il faudra bien en passer un jour par une clarification. Alain Franco en direct de Bruxelles. Retour en Suisse. On se rend à Genève où les syndicats et plusieurs associations dénoncent les pratiques de l'Office des migrations. Ils critiquent un manque de moyens, une organisation du travail inefficiente et une formation trop pauvre des collaborateurs. Anouk Pernet, leurs conclusions rejoignent celles d'un rapport publié il y a 2 mois. Oui, un rapport présenté le 18 mai par la commission de contrôle de gestion du Grand Conseil genevois. Il pointait du doigt plusieurs points noirs de l'Office cantonal de la population et des migrations, l'OCPM. Parmi eux, les interventions de politique pour accélérer le traitement de certains dossiers, notamment celle de l'ancien magistrat Pierre Maudet. À l'inverse, certains dossiers stagneraient, notamment les demandes de permis de séjour, des problèmes liés au manque de ressources, de personnel et à la formation insuffisante de celui-ci, alors même que le nombre de dossiers a augmenté. Des constats qui ont poussé les rapporteurs à comparer l'office à un nageur qui a le nez sous l'eau. Le rapport avait été critiqué par Mauro Poggia, conseiller d'État en charge de l'OCPM. Selon lui, le document était partial et destiné à attirer l'attention des médias. Pourtant, Anouk, aujourd'hui, syndicats et associations s'alignent sur les conclusions du rapport et ils demandent une action rapide. Oui, pour éviter les impacts néfastes sur la vie des personnes dont les dossiers sont en main de l'Office. Il cite l'exemple de cette femme qui attend son renouvellement de permis depuis 2 ans. Sans ce document, elle ne parvient pas à trouver du travail et arrive en fin de droit de chômage. Autre exemple, cet homme qui a sollicité l'OCPM pour obtenir une attestation, mais l'Office n'aurait pas donné de réponse malgré la relance des syndicats. Ces 3 employeurs menacent de le licencier faute de preuve de la légalité de son séjour. Alors pour éviter ces situations, syndicats et associations exigent que les recommandations du rapport soient appliquées, à savoir augmentation de moyens et meilleure formation du personnel, mais ils vont plus loin, ils demandent de renouveler directement les permis pour 2 ans et d'automatiser la remise d'attestation aux personnes en cours de procédure. Anouk Pernet, merci. En Valais, le Nouvelliste peut à nouveau parler aux joueurs et à l'entraîneur du FC Sion. Christian Constantin a levé le boycott mis en place il y a 3 ans contre le journal. Le président du club reprochait alors au rédacteur en chef d'écrire des éditoriaux trop à charge. Romain Carupt, c'est pas la première fois que les 2 entités tentent de se rabibocher. Pourquoi est-ce que ça fonctionne cette fois-ci ? Eh bien, les lettres ouvertes du boss du FC Sion et du rédacteur en chef qui ont annoncé aujourd'hui la reprise de leur relation ne le précisent pas. Christian Constantin relève simplement que le retour des spectateurs au stade est le meilleur moment pour stopper le conflit. Le Covid aurait aussi révélé le besoin de joie plutôt que de tension. Oui, mais ça n'est certainement pas la raison centrale. Il semblerait en effet que la forme de la double lettre ouverte proposée par Christian Constantin lorsque le nouveau directeur du Nouvelliste a pris contact avec lui aurait convenu au journal, contrairement à l'interview ou aux publicités gratuites exigées par le passé. Le rédacteur en chef Vincent Franière a également bu un café avec le nouveau vice-président du FC Sion qui l'apprécie. Enfin, les groupes de supporters ont rencontré les 2 parties pour arrondir les angles dans l'optique de trouver une porte de sortie. Une porte de sortie qui passe par un changement sur le fond ? Eh bien, en apparence, non. S'il reconnaît être têtu, Christian Constantin juge encore difficile de se voir taclé par un rédacteur en chef qui devrait être conscient de l'importance de l'ancrage du FC Sion en Valais. Quant à Vincent Franière, il ne reconnaît aucune erreur et n'entend rien changer au nom de la liberté de la presse. Nous décortiquons et nous critiquons pour refléter fidèlement une situation. En 3 ans, les positions n'ont pas vraiment évolué. Reste que le boycott est levé. Et du football encore, mais sur le terrain cette fois-ci. On sait que la France sera l'adversaire de la Suisse en 8e de finale de l'Euro lundi prochain en Roumanie. Nos joueurs sont actuellement à Rome où ils se préparent pour ce match avant de rejoindre demain Bucarest. Bernardin Lehmann, ce matin l'équipe de Suisse a donc pu s'entraîner pour la première fois en connaissant son adversaire. Oui, et ça change quand même beaucoup de choses, en tout cas dans les esprits, peut-être pas encore exactement sur l'entraînement de ce matin, mais c'est vrai que la France était quand même l'adversaire que l'ASF, on le sait, a le plus préparé, plus que l'Allemagne, plus que le Portugal, parce que les probabilités étaient quand même un peu plus élevées. Alors nous, c'est pas comme au FC Sion, on peut parler aux joueurs, par contre l'ASF aujourd'hui nous a envoyé le 3e gardien, Grégoire Kobel, peut-être pas très utile pour parler de l'adversaire, mais également Sylvain Widmer. Alors lui, c'est plus intéressant parce qu'il aura en face de lui, dans son couloir, eh bien, un certain Kylian
Kylian Mbappé, ce sera dur pour Mbappé. Il vient de nous dire en riant, Sylvain Widmer, avant d'avouer que voilà, pour lui aussi ce sera compliqué, que ce sera peut-être mieux par moment de défendre à 2 sur lui tellement le français est rapide. Mais c'est un match compliqué. On sent aussi de la part de Kobel et de Widmer beaucoup de respect pour l'adversaire, la France, bien sûr, championne du monde en titre. Bernardin, les rapports entre les joueurs suisses et la France ne sont pas nombreux. Est-ce que ce choc est considéré comme un derby au sein de la sélection ? Alors pas vraiment, nous a avoué Sylvain Widmer, parce que c'est vrai que la plupart des joueurs préféraient quand même un peu la France. 12 joueurs suisses sur les 26 que compte le cadre de la sélection évoluent en Allemagne, dont des cadres, Sommer, Elvedi, Mbolo, Zuber, que 2 jouent en Allemagne, en l'occurrence Benito et Lotomba, les défenseurs de Bordeaux et de Nice. Donc c'est vrai que c'est un voisin. Par contre, ce n'est pas vraiment considéré comme un derby. C'est plus le champion du monde qui sera l'adversaire que véritablement le voisin, même si évidemment pour la population suisse romande, ce sera un derby. Bernardin Alemann en direct de Rome. Le 12-30, Nadine Altiner. C'est ça. Continue à faire comme si je n'existais pas. Combien de temps qu'il est sur son téléphone ? Au moins 10 minutes. 10 minutes sans relever les yeux ? Bon score. Je fais quoi ? Je lui arrache son putain de téléphone des mains et je l'explose sur le sol en hurlant ? C'est bien ça comme idée. Un bon gros scandale devant tout le monde avec son téléphone à 1200 balles. Il va être content. Pourquoi il se marre ? C'est moi ou un truc sur son téléphone ? Ouais, c'est ça. Cache ton écran, on sait jamais. Ce serait bien qu'on discute, non ? Ce serait bien qu'on discute. Et oui, c'est une situation devenue banale. Se retrouver agacé devant son interlocuteur rivé sur son téléphone portable. Eh bien, cette tendance inspire aujourd'hui une nouvelle pièce de théâtre. C'est d'ailleurs sa bande-annonce qu'on vient d'entendre. Elle s'appelle Interférence. Elle sera jouée ce soir et jusqu'à samedi à l'Étincelle à Genève. Ces 2 comédiens sont nos invités, Lia Leveillé-Métral et Paul Berrocal. Bonjour. 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 Lia Leveillé-Métral, c'est vous qui avez eu l'idée de cette pièce que vous avez coécrite après. Qu'est-ce qui vous a inspiré ? C'est votre propre vie ? Alors, en réalité, l'inspiration première, elle vient d'une discussion sur un coin de table dans un café avec un ami comédien qui s'appelle Lionel Perrin-Jacquet, et où, en tournant la tête un peu sur les autres tables, on s'est posé la question de c'est quoi en fait ces téléphones qu'on pose sur la table du bistrot quand on est avec des amis ou quand on est avec des copains. Moi, ça faisait un moment aussi que je me questionnais à ce sujet. Et puis donc la naissance de cette pièce s'est faite justement de l'observation des téléphones posés sur les tables de bistrot avec Lionel Perrin-Jacquet. Ensuite, ça a évolué. Et je crois d'ailleurs que vous, Lia Leveillé-Métral, vous aviez renoncé à votre smartphone, ce micro-ordinateur. Vous l'aviez remplacé par un vieux, nouveau Nokia 3310. Est-ce que ça change la vie ? Oui, ça change pas mal de choses. Ça change beaucoup de choses. En tout cas pour moi, je pense qu'on a toutes et tous des rapports très différents au téléphone portable, mais pour moi ça a beaucoup changé sur mon stress, ma quantité de stress, sur mon rapport aux autres aussi beaucoup. Il y a un exemple que j'aime bien donner, c'est-à-dire que quand j'organise quelque chose, j'envoie un mail à plein de personnes, j'attends des réponses. Si j'ai mon smartphone et que je vérifie mon téléphone toutes les 5 minutes, toutes les 5 minutes je constate que j'ai pas de réponse. Alors que sans le smartphone, je ne vérifie mes mails que 1, 2, maximum 3 fois dans la journée, et il y a que 3 fois où je suis irritée de ne pas recevoir de réponse. Mais en fait, ça change pas mal la donne quand même. Paul Berrocal, quel est votre rapport à vous au smartphone ? On m'a glissé qu'il était un peu différent. Absolument, il est un petit peu différent. C'est vrai que moi, j'ai un smartphone et je m'en sers quotidiennement. Un peu trop en fait, vraiment. Je pense que ça demande en fait de la conscience et de la gestion, et on oublie ça en fait assez vite. Parce que moi, c'est devenu vraiment un outil d'évasion. Dès que je m'ennuie, je vais facilement plonger dedans dans les trajets en train ou autre. Et c'est vrai que des fois on s'engouffre assez facilement là-dedans en fait. Et on se retrouve à passer pas mal de minutes à juste s'évader comme ça, se perdre un peu dans ces méandres. Mais des fois on découvre des trucs super aussi. Ça, je suis assez d'accord aussi. C'est aussi un accès facile à tout plein de choses dans le monde, des gens qui font des choses, des génies du monde d'internet qui font des trucs à la fois drôles ou créatifs, etc. Et on peut avoir accès à tout ça juste avec ce tout petit objet, quoi. Donc c'est assez fascinant. Un monde quand même qui s'immisce dans nos relations, et c'est ça que vous jouez tous les deux sur scène. Vous interprétez plusieurs scénettes, plusieurs situations de la vie de tous les jours. Paul Berrocal, quand même, est-ce que le téléphone portable ces dernières années n'est pas devenu un trouble-fête des relations à deux ? Oui,
Oui, je pense vraiment, sans vouloir vendre mon avis trop fort, mais non, je pense vraiment que ça crée des barrières, quoi, c'est sûr, et on a tendance à trop facilement avoir un point de fuite, en fait. Moi, je sais que des fois, ça me permet aussi d'éviter les conflits qui sont importants, en fait, qui seraient importants dans les relations. C'est-à-dire, vous regardez votre téléphone au lieu de répondre, vous dites, j'ai un téléphone urgent, je dois regarder un mail, c'est ça? Ouais, des choses comme ça. Tout à coup, j'arrive plus j'ai pas envie d'aborder tel ou tel sujet, donc je fais un peu, je me replonge, je baisse le regard. Mais je pense aussi que paradoxalement, le fait d'avoir accès comme ça à plein de choses nous a aussi amené à cultiver notre individualisme, voilà quoi, dans le fait de aussi toujours pouvoir se raconter les réseaux, etc. facilement. Bah ça aussi, je pense que ça crée un peu des distorsions, quoi. On n'est plus connecté avec les gens qui sont en face de nous, mais connecté avec la myriade de gens qui nous suivent, etc. Et ouais, je pense que là il y a un effet un peu bizarre. Et c'est ce qu'on peut voir notamment dans la pièce. Lia, l'éveillé métral quand même, la question se pose quand on vous entend. Est-ce que c'était mieux avant, il y a 25 ans, quand il n'y avait pas ce téléphone? Moi, j'aime pas trop me dire que c'était mieux avant parce que je pars du principe que le avant n'existe de toute évidence plus. Donc de toute manière, je vois pas toujours vraiment l'intérêt de faire des comparaisons. En revanche, ce que je trouve intéressant, parce qu'on joue aussi un petit peu avec le passé dans la pièce, sur qu'est-ce que c'était que le rapport au téléphone et à l'autre quand le téléphone servait uniquement à téléphoner et envoyer des messages. Et comment ça a évolué maintenant, parce que maintenant il nous sert à énormément de choses, c'est extrêmement utile, ça peut nous sauver dans certaines situations. Moi qui n'ai aucun sens de l'orientation, je l'ai senti passer, l'impossibilité de vérifier mon trajet, voilà, je me perds beaucoup plus. Je dirais pas que c'était mieux avant, je dirais simplement que ça arrivait tellement vite, cette omniprésence des écrans dans nos rapports sociaux et dans notre vie quotidienne, même dans notre rapport à nous-mêmes, qu'on n'a pas encore tout à fait les outils pour être en maîtrise de ça, et qu'en fait on est un petit peu victime. Moi j'ai toujours ce smartphone, en fait, celui que j'ai lâché en 2018, il est toujours avec moi, et il est revenu petit à petit comme outil, où en fait il me sert à écouter des podcasts, il me sert un peu comme un iPod. Disons plus que comme un téléphone, vu qu'il n'a pas de réseau. Cela dit, je me rends compte que quand je suis sous Wi-Fi puis que j'ai accès à WhatsApp et à tout le reste, je replonge dedans si je suis pas un peu vigilante. Donc je pense que c'est ça. C'est pas que c'était mieux avant, c'est juste que ça arrivait tellement vite qu'on n'a pas tout à fait les outils pour rester indépendant et indépendante de cette machine-là. Et dans cette pièce, vous jouez de ça, justement, c'est un miroir, comme ça, que vous tournez envers la société, envers le spectateur. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que vous jouez aussi avec les technologies, dans cette pièce sur scène. Les spectateurs vont voir des vidéos, notamment les écrans des téléphones de chaque personnage, qui leur donneront accès à des informations secrètes que les personnages ne sauront pas forcément. C'est ça, Paul Berocal? Ouais, en fait, on travaille avec... Pardon, j'ai avalé un peu de travers. Tu veux que je prenne le relais? Tout va bien. Ça va. On travaille avec un ami qui fait de la projection vidéo. Et donc, effectivement, sur la scénographie, ça donne accès à d'autres pans, en fait, de ce qu'on raconte avec les mots, en fait. Et donc, il y a effectivement accès à ce qui se passe sur nos téléphones. D'autres fois, on va créer du relief, des échos, en montrant tout type de vidéos, en fait, en projetant aussi il y a des moments où on se filme en live. Donc j'imagine qu'on rit beaucoup quand même, quand on est dans le public. En tout cas, on sourit, on se reconnaît. Je pense qu'il y a plein de moments vraiment drôles, en tout cas cocasses. Il y a des moments aussi plus sombres, un peu plus durs. Le but, c'est aussi que ce soit un peu autoréflexif pour les spectateuristes. Donc je pense que aussi chacun et chacune va pouvoir en retirer des avis, des points de vue, des réflexions. Enfin, ça, c'est un peu ça le but, quoi. Une dernière question liée à l'éveillé métral. Vous êtes tous les deux comédiens, mais aussi, paraît-il, d'excellents improvisateurs. En tout cas, ce que dit le metteur en scène de la pièce, Jérôme Richer, de vous deux. Est-ce que c'est facile, dans une pièce comme ça, carrée, de tout à coup laisser place à une forme d'improvisation ? Non, alors c'est drôle parce qu'on a eu cette discussion hier justement avec Paul, c'est que l'improvisation pour tous les deux, c'est quelque chose qu'on connaît depuis l'adolescence pour tous les deux. C'est vraiment un socle avec le premier metteur en scène de la pièce, parce que ça a changé avec Nadim Ahmed. On a aussi ce lien-là à l'improvisation. Puis hier justement, on avait cette discussion avec Paul de la différence entre un projet où tout est improvisé avec néanmoins une certaine structure, et puis la semi-improvisation, c'est-à-dire l'improvisation cadrée, qui est en fait, nous on trouve très très complexe, parce qu'il faut réussir à revenir à une forme de naturel, d'épure de jeu, tout en respectant quand même le reste de l'œuvre, enfin de l'œuvre, voilà, enfin du spectacle, quoi. Et voilà, en fait, c'est compliqué, puis en même temps c'est des instants qui sont très précieux, parce que c'est le moment où on est un peu je dirais en fragilité, mais dans le sens qu'on est sur le fil, on est sur une espèce de brèche, et puis je crois que ça apporte vraiment quelque chose
Merci beaucoup. Voilà. Moi, je suis obligée de conclure parce que moi aussi, là, je suis sur le fil, je regarde l'heure. Il y a l'éveillé métral, Paul Berrocal de la compagnie Prescriptum. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette pièce Interférence où la jouer ce soir et jusqu'à samedi à l'Étincelle à Genève. Bonne journée à tous les deux. Merci beaucoup, bonne journée. Et on fait un point météo. Une météo qui sera en demi-teinte cet après-midi. On aura droit à une alternance de soleil et d'averses. Des orages pourront encore éclater ici ou là, mais le risque orageux va diminuer d'ici ce soir. Il fera jusqu'à 22 degrés. La météo avec De Villars, votre partenaire du copieur à la gestion électronique de documents, devillars.ch. Fin de ce journal, un grand merci à Benjamin Pavelet qui était à l'édition, Fabrice Araldi et David Chapuis en régie. On se retrouve demain, même heure, même endroit. D'ici là, bonne journée. Vous écoutez La Première, il est 13h.